La Côte d'Ivoire, à la différence de ses voisins, s'est lancée tardivement dans l'exploitation minière. Il n'empêche, l'on constate une véritable embellie. Quelles sont les réalités du secteur? Quel est le poids du secteur des mines dans le PIB ivoirien? On va évidemment donc parler de tout ceci et de parler aussi de certaines réalités, notamment du point de vue des exploitants. Pour le volet artistique, la T-Band, l'orchestre résident, sera en attraction pour nous livrer justement 2 reprises, notamment Tiwodju de François Kensi. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour aborder des questions qui vous intéressent sur la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi à partir de 18h40. Ce soir, on parle d'un domaine peu connu du grand public, mais un domaine qui a toute son importance et qui mérite absolument qu'on marque une pause et qu'on en parle tout au long de cette émission. Une émission donc entièrement dédiée donc aux questions de mines et on a beaucoup de plaisir à recevoir le premier responsable de cette question. C'est évidemment le ministre Jean-Claude Kouassi. Bonsoir, bienvenue. Merci. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. La thématique qu'on a choisie, c'est la bonne mine du sous-sol ivoirien. Est-ce que vous diriez que le sous-sol ivoirien a fait bonne mine ou a bonne mine? Le sous-sol ivoirien a bonne mine et je crois que ça va se confirmer de plus en plus. D'accord. Merci d'être là. Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. D'accord. Qu'est-ce qu'on extrait plus généralement du sous-sol ivoirien? Alors, dans le sous-sol ivoirien, ce que nous avons de plus important, parce que nous détenons 2/3 des roches vertes de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est l'or. D'accord. C'est l'or. Et en ce qui concerne l'or, alors que nous étions en 2018 à 24 tonnes 5, nous avons sorti 32 tonnes 5 à fin 2019. D'accord. Pour un objectif de combien de tonnes? De 26 tonnes. De 26 tonnes, là, quand même. D'accord. Donc, vous avez fait plus que... tonnes 5, on cherchait 26 tonnes et on est arrivé à 32 tonnes 5. D'accord. Comment vous expliquez le fait que la Côte d'Ivoire ait démarré l'exploitation minière un peu tardivement, enfin, tardivement comparé aux pays comme le Burkina, le Ghana ou encore le Mali? C'est un choix politique. Vous vous souviendrez que le premier président de ce pays, le président Félix Houphouët-Boigny, avait choisi de développer l'agriculture et de retarder le développement du secteur minier pour la période où les Ivoiriens eux-mêmes et par eux-mêmes pourraient exploiter toutes les richesses minières et minérales de ce pays. D'accord. Quels sont les... un choix délibéré. D'accord. Quelles sont les principales zones de production ou d'exploitation du pays? Mais on peut citer essentiellement l'ouest du pays, le nord du pays, mais aussi l'est, le centre. Disons que la Côte d'Ivoire est couverte de ressources minières et minérales importantes. Est-ce qu'en matière de faune minéralière, on sait dire à l'avance quelle est la capacité ou quel est le potentiel d'un pays? Comme on peut par exemple le faire pour le pétrole? Oui, le potentiel d'un pays s'apprécie par la recherche minière, c'est-à-dire la recherche dans le sous-sol de ceux dont le sous-sol recèle. Ainsi, on pourrait vous dire, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, qu'à travers les roches vertes, nous pensons que nous avons 2/3 des richesses en or de toute l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Mais on vous dira, par exemple, que nous avons à l'ouest du pays beaucoup de fer. D'accord. Au niveau du mont Klaoyo et tous les autres monts qui sont autour. D'accord. On pourra vous dire que dans le prolongement
de ce qu'il y a au Ghana. Au niveau d'Aboasso, d'Afema, nous avons des richesses, même si celles-là ne sont pas encore suffisamment exploitées. Et les frontières sont clairement délimitées? Ou est-ce qu'on risque à un moment donné d'être confronté à ce qu'on a vécu il y a quelques années pour ce qui est du tracé maritime avec le Ghana, par exemple? Les frontières, elles, sont clairement délimitées, mais elles ne sont pas toujours reconnues comme telles par les populations, du fait que, comme vous le savez, certaines populations font des mouvements migratoires d'un pays à l'autre, C'est cela. et que, de ce fait, quelqu'un qui aurait, j'allais dire, des terres par ses ancêtres ou par son appartenance au Ghana, pourrait partir de chez nous au Ghana pour aller exploiter les richesses du sol et du sous-sol et revenir tranquillement en Côte d'Ivoire. Mais de la même façon, nous avons le même schéma avec, en matière de mines avec le Ghana, D'accord. avec le Burkina Faso, Le Libéria, avec le Mali. D'accord. Fondamentalement, quel est le Surtout point... ces trois-là. Ça pose quoi comme problème ou quel est le risque encouru? Ou est-ce que c'est quelque chose de négligeable? Le risque encouru, c'est que, particulièrement dans le nord et à la frontière avec le Burkina Faso, il se signale de temps en temps des refus pour certaines populations burkinabées d'accepter, par exemple, que l'exploration se fasse sur des terres qui sont clairement délimitées comme étant dans la partie ivoirienne. Et que donc, par rapport à ça, il y a des approches à faire avec les gouvernements des différents pays pour nous accorder sur ce qui est le mieux pour nos différents pays. D'accord. La contribution de votre secteur au PIB était en 2018 de 2,3. Est-ce qu'on est toujours dans cette proportion ou... Non, disons, avant 2018, puisqu'en 2018, nous étions à 3%, pardon, et qu'en 2019, nous pensons que nous avons atteint les 4%. Nous attendons les confirmations. D'accord. Puisque vous savez que ces chiffres-là sont donnés plutôt par le ministère du Plan et le ministère des Finances. Pour combien d'emplois dans le secteur? Nous avons autour de 14 000 emplois directs, 42 000 emplois indirects. D'accord. Pierre? Alors justement, on parle de cette embellie du secteur minier. Marc Bristow, le fondateur de Randgold, dit que Abidjan a le code minier le plus attractif du continent. Est-ce que vous partagez cet avis-là et qu'est-ce qui le différencie des autres codes miniers? J'aurais du mal à dire différemment de quelqu'un de l'expérience de Marc Bristow, qui d'ailleurs appartient au tout premier groupe en matière de production d'or au monde, le groupe Barrick. Et j'aurais du mal à dire autrement également parce que notre code minier, qui est de 2014, effectivement, a bien balisé les choses. Parce que ce que un investisseur cherche, c'est surtout la visibilité et la lisibilité. Visibilité, on lui dit en Côte d'Ivoire, la grande mine, c'est désormais 400 km² au maximum. Il sait donc ce à quoi il a droit. S'il veut venir dans une mine semi-industrielle, on lui dit c'est 100 hectares au maximum. Il sait. S'il fait de l'artisanal, mais ça c'est réservé aux Ivoiriens et aux coopératives ivoiriennes, c'est 25 hectares au maximum. Donc ça aussi, il le sait déjà. Concernant la durée de la recherche minière, elle a été portée de 7 ans à 10 ans pour permettre à celui qui a investi de rentabiliser son investissement. Et on ajoute même 2 ans pour un renouvellement exceptionnel, ce qui veut dire qu'on
on peut aller au total jusqu'à 12 ans, là où on était à 7 ans auparavant. Donc ça également, c'est clairement précisé. Au niveau des conditions également d'exploitation, tout est clairement précisé. Nous avons une taxe ad valorem qui est donc sur le chiffre d'affaires. Nous avons une taxe pour le développement local minier qui est de 0,5% toujours sur le chiffre d'affaires. Et donc, la personne, nous avons un impôt sur le bénéfice industriel et commercial. Il le sait déjà. Donc, ça, c'est la partie lisibilité. Il sait que les taxes, les impôts et taxes qui lui sont présentés au départ ne vont pas être changés du jour au lendemain parce qu'il y a une stabilité qui a été demandée et obtenue. Donc, si vous voulez, et il y a bien d'autres éléments encore qui font que ce code est à la fois moderne et attractif. Alors justement, qui dit secteur qui devient attractif, on parle de création. Et j'oubliais de dire tout à l'heure que le matériel et les équipements qu'il fait venir sont exonérés de taxes et de droits de douane. Alors, je disais, qui dit secteur attractif parle de création d'emplois. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui ce secteur minier ivoirien en termes de création d'emplois et quelles sont ses perspectives pour l'avenir? Alors, je disais tout à l'heure qu'en termes de création d'emplois, nous avons 14 000 emplois créés. Mais ça, ce sont les emplois directs. Nous avons donc 42 000 emplois indirects. Et cela ne prend pas en compte les emplois qui sont créés par l'informel. Dans le diamant, par exemple, où ceux qui sont dans l'informel sont obligatoirement recensés, nous avons 1500 emplois dans l'informel au niveau de la petite exploitation artisanale de diamants. Alors, donc, si on ajoute l'informel, vous voyez un peu dans quelle proportion on peut se retrouver. Alors justement, dans ce code minier, donc, il y a un article qui fait référence, notamment c'est l'article 131 qui dit qu'il y a obligation pour les investisseurs de recourir de préférence aux entreprises et expertises ivoiriennes. Est-ce que c'était important pour l'État de Côte d'Ivoire de créer ce petit protectionnisme? Est-ce qu'on se rendait compte qu'avant, ce n'était pas le cas en termes de... Ce n'est pas véritablement du protectionnisme, c'est une incitation à l'utilisation de l'expertise des Ivoiriens parce que nous avons démarré tard dans ce domaine, mais nous avons une expertise qui se révèle de plus en plus dans ce domaine au point que d'autres Ivoiriens aujourd'hui travaillent sur des mines dans d'autres pays. Certains Ivoiriens travaillent sur des mines dans d'autres pays. Donc, quelque part, nous disposons progressivement d'une expertise et c'est une incitation à l'utilisation de cette expertise. Et les miniers l'ont bien compris puisque chaque fois qu'ils remplacent un expatrié par un Ivoirien, ils gagnent de l'argent à cause de tous les autres frais de voyage, de retour en famille et d'autres frais qui font qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, il est dans leur intérêt, comme il est dans notre intérêt, d'utiliser des Ivoiriens sur les mines. Est-ce que les bénéfices générés par ces géants mondiaux, ces juniors mondiaux aussi, puisque vous le disiez tantôt à demi-mot, les nationaux empruntent seulement maintenant le train, donc on va dire de la recherche minière, est-ce que ces bénéfices sont totalement rapatriés ou comment ça fonctionne? Puisque dans l'imaginaire populaire, on dit qu'on vient, on exploite et on rapatrie toutes les richesses, tous les bénéfices. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Non, disons que le secteur, comme dans tous les autres secteurs d'exploitation en Côte d'Ivoire, a le droit de rapatrier les bénéfices. Mais le secteur acquitte quand même des salaires, paye des taxes,
Donc, de ce fait, il y a des recettes fiscales qui sont générées par le secteur minier. L'année dernière, par exemple, c'était 94 milliards. Et ces 94 milliards, non, 94 562 milliards, pardon. Donc, non, 94,562 milliards. D'accord. Mais ce chiffre représente quand même une hausse de 43% par rapport On parle des recettes à fiscales. l'année 2018, oui, où D'accord. on était à 65 milliards. D'accord. Donc, si vous prenez le chiffre d'affaires également, nous étions en 2019 à 761 milliards et ça représente quand même une hausse de 30% par rapport à l'année d'avant. Ce qui veut dire qu'il y a des développements qui sont faits quand même. Et au niveau du développement local, on était à 2,5 milliards acquittés par les sociétés minières, les grandes mines. Et l'année dernière, c'était 3,5 milliards. Donc là également, vous avez une hausse de l'ordre de 34-35%. Personnellement, ça vous paraît logique qu'ils aient la possibilité de rapatrier la totalité de leurs bénéfices, à titre personnel? J'allais dire, c'est la pratique qui a cours, mais en même temps, si vous voulez, à partir du moment où les fonds que vous générez ne sont pas sur des comptes en devises, ça nous permet quand même un contrôle qui fait que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut, mais ce que la loi autorise qu'il fasse. Alors, j'aimerais qu'on embraye sur un autre chapitre, c'est le chapitre de l'orpaillage clandestin. On va arriver tout à l'heure aux questions de licence, d'agrément et tout. On en a entendu parler justement beaucoup de cette question tous ces mois, durant plusieurs mois, durant plusieurs années et tout. Finalement, qu'est-ce qui a été entrepris comme démarche pour limiter considérablement cette pratique? Et justement, en gros, quel est le monitoring qui est fait? Alors, concernant l'orpaillage clandestin, il faut dire qu'avant notre arrivée au ministère des Mines et de la Géologie, il y avait en général une opération par an. Une opération de quoi? De répression de l'orpaillage clandestin. Une opération de répression de l'orpaillage clandestin par an, en moyenne. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons estimé que non seulement le rythme n'était pas suffisant, mais qu'il fallait ajouter d'autres choses pour que cette lutte contre les orpailleurs clandestins soit efficace. C'est ainsi que nous avons créé une brigade de répression des infractions au code minier. Et cette brigade, au lieu de demander uniquement à la gendarmerie de lui fournir des éléments, est aujourd'hui une brigade composite qui fait qu'au sein de la brigade, il y a la gendarmerie, mais il y a aussi la Marine nationale. Il y a dans cette brigade des éléments du ministère des Mines qui ont été assermentés à notre demande par la justice et aujourd'hui qui sont donc des OPJ, des officiers de police judiciaire, et qui, de ce fait, peuvent rédiger des procès-verbaux. D'accord. Donc, il y a ces progrès-là qui ont été faits, qui font qu'au sein de cette brigade, aujourd'hui, nous pouvons bénéficier. Nous avons également les eaux et forêts, ce qui fait que nous avons plusieurs corps qui concourent ensemble à lutter contre l'orpaillage clandestin. On estime à combien En de dehors de cela, nous avons en permanence une quarantaine de personnes qui appartiennent à cette brigade qui, après, sollicitent les différentes forces dont je vous ai parlé. D'accord. Et cette quarantaine de personnes peut faire du renseignement. D'accord. Et vous savez que ce n'est pas rien de disposer du renseignement avant d'intervenir. Absolument. Donc, quelque part, nous avons plus d'efficacité parce que nous avons le renseignement. La brigade est mieux équipée. Nous avons des véhicules, nous avons même des drones qui nous permettent, lorsqu'il y a risque de contestation, de donner des preuves
que la personne était en train Parfait. de faire effectivement de l'orpaillage. On estime à combien les pertes liées à l'orpaillage clandestin et quels sont les pays de destination ou les zones de destination? C'est difficile d'estimer tout ce qui est clandestin, surtout lorsqu'auparavant nous n'avions pas le renseignement. Nous avons cette brigade depuis 1 an, mais depuis que nous avons la brigade, alors que pour l'artisanal, il n'y avait aucune déclaration de production, l'année dernière, nous avons eu 80 kilos d'or déclarés au niveau de l'artisanal. Ça veut dire qu'avec la brigade et avec le renseignement, nous allons non seulement mieux réprimer, mais mieux circonscrire la chose. En dehors de cela, je voudrais vous dire que nous pourrons de plus en plus circonscrire les choses parce que nous demandons maintenant aux bijoutiers de se faire enregistrer. Donc, parce que vous savez que par rapport à l'orpaillage clandestin, une partie de la production ne sort pas forcément, mais est recyclée à l'intérieur du pays ici. On n'est pas dit recéler même. Oui, si vous voulez. Donc, est blanchie en quelque sorte à travers l'activité de certains c'est un travail titanesque, ça, de pouvoir recenser tout le monde, de garantir la traçabilité. Non, pas véritablement. Il nous est possible de recenser les bijoutiers. Vous parlez des bijoutiers, normalement installés ou même du bijoutier artisanal? Tous les bijoutiers qui font de la bijouterie seront recensés. D'accord. Et à partir de ce moment, l'origine de l'or ou de l'argent qu'ils travaillent sera tracée. À nous déterminer. Donc forcément tracée. Et ça va réduire donc cette possibilité-là de recycler, j'aime bien le terme, sur le marché interne ou de blanchir d'une certaine manière l'or qui est illégalement produit. Mais nous savons que nous avons de l'or qui sort en direction du Burkina et du Mali également. Je vais vous titiller avec une question qui ne sort pas vraiment du cadre, mais qui a toujours un lien avec l'orpaillage. Comment vous avez réagi, ressenti le commentaire du président du PDCI qui disait que sur les mines, les orpailleurs qui s'y trouvaient étaient plutôt des ressortissants de pays étrangers qui étaient armés? Bien, habituellement, je ne parle que de ce que je sais. Je vous ai dit que ça fait 1 an que nous avons lancé notre brigade. Nous entrons dans la 2e année. Nous aurons de plus en plus la possibilité de savoir qui fait de l'orpaillage clandestin chez nous et dans quelle proportion. Ce qui est sûr, par contre, c'est que puisque nous réprimons l'orpaillage clandestin et que ça aboutit à des condamnations, en 2019, par exemple, nous avons 31 étrangers qui ont été condamnés à être interdits de paraître sur le territoire ivoirien. On a eu 57 condamnations à prison ferme. Et si vous voulez, je peux vous dire donc 3 condamnés à 10 ans, 53 condamnés à 24 mois et puis 1 condamné à 12 mois ferme. Donc, ça c'est... Et parmi ces condamnés, nous avons eu des Chinois, des Burkinabés, des Maliens, un Togolais, quelques Ghanéens. D'accord. Très bien. Alors, on va ouvrir un autre chapitre, Pierre. C'est le chapitre donc de l'attribution des licences ou des agréments ou de ce qu'on pourrait appeler donc les différentes conventions. Juste pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, je vais essayer de schématiser de façon très profane. Hein, et vous me direz si je me trompe ou pas. Il y a de fortes chances que je me trompe, mais je vais essayer quand même. Je suis un exploitant étranger. J'aimerais pouvoir exploiter une mine en Côte d'Ivoire. Donc, j'adresse une demande auprès de la SODEMI, la Société de développement des mines en Côte d'Ivoire. Non, auprès de... Vous m'arrêtez, n'hésitez pas. De l'administration des mines. De l'administration des mines, très bien. Direction générale des mines et carrières. C'est cela. Et ce dossier donc est transmis, j'imagine, donc au ministère que vous chapeautez. Et ce ministère va défendre en Conseil des ministres si ce dossier est tenable ou pas, si je suis un exploitant crédible ou pas. Jusque-là, tout va bien ou pas? Ça dépend du type de mine.
Lorsqu'il D'accord. s'agit d'une mine artisanale Mhm. ou semi-industrielle, l'instruction du dossier s'arrête au niveau du ministre des Mines et de la Géologie D'accord. qui délivre un arrêté. Allons-y sur de grosses exploitations. Maintenant, sur les grosses exploitations, là, c'est un dossier qui va en conseil des ministres. C'est cela. Voilà. Et en Conseil des ministres, une fois que c'est validé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décret qui est pris par le chef de l'État. Il y a un décret D'accord. et il nous a fait un retour de l'original de ce décret et nous donnons copie du décret à l'opérateur Qui pour qu'il commence puisse à se préparer et à agir. travailler. Voilà. Mais avant de véritablement travailler, consolider cet acquis, il lui faut ce qu'on appelle la convention. C'est bien cela? Oui, mais ça, c'est quand ça fait partie des réformes de notre code de 2014. Lorsque la société est autorisée à faire de l'exploitation, cette société signe avec l'État de Côte d'Ivoire une convention. C'est là que le bas blesse. Parce qu'on a interviewé quand même beaucoup d'exploitants qui se plaignent du fait que entre la signature du décret et la signature de cette dite convention, plusieurs mois passent, c'est des réunions à n'en point finir, des réunions tous les mois et tout. Pendant qu'il opère, il dépense de l'argent, il s'est même endetté auprès de certaines banques. Il y a une lourdeur à en perdre le souffle. Et finalement, arrêt de l'activité, ils auront dépensé pour rien. Partagez cet avis ou pas? Non, non, je ne partage pas du tout cet avis parce que depuis que nous sommes là, toutes les sociétés qui ont obtenu une autorisation d'exploitation, donc leur décret d'exploitation, nous rentrons en convention très rapidement avec ces sociétés-là et nous signons le plus rapidement possible et nous le faisons connaître à travers la télévision notamment. Mais cette convention, elle est co-signée par plusieurs ministères, c'est bien cela? Oui, disons que non, la convention est négociée. La convention est négociée et signée, bon, c'est par 3 ministères. Nous signons, le budget signe et les finances signent. Mais à partir du moment où, pour accepter votre dossier, il y a une commission interministérielle qui siège et qui déblaye déjà le terrain. Au moment où on signe la convention, ça dépend de vos prétentions. Si vous venez me demander quelque chose que je ne peux pas offrir, je vous dis ça, je ne peux pas l'offrir. Ils le Ça peut être comprennent un point autrement. de Pour eux, blocage. c'est un tiraillement entre différents ministères. Chacun essaie de tirer le drap de son côté et avoir une grosse part. Enfin, il y a beaucoup de considérations pas très orthodoxes. Non, il n'y a pas de tiraillement à ce niveau. Comme je vous dis, il y a une commission interministérielle qui se réunit avant qu'on présente le dossier au gouvernement, à plus forte raison au niveau du Conseil des ministres, donc qui déblaye tous les problèmes. D'accord. Par la suite, lorsque le décret est obtenu et que nous signons une convention, si vous demandez tel avantage que nous ne pouvons pas vous proposer compte tenu de ce que vous allez nous offrir par ailleurs, nous vous disons, là, ce n'est pas possible. D'accord. Mais il n'y a pas de tiraillement entre les ministères puisque nous sommes l'État de Côte d'Ivoire en face d'un opérateur. Je propose qu'on ne se tiraille pas, qu'on marque une pause, qu'on aille à la pub et on revient juste derrière pour la suite des échanges. Télévivé les mines et la géologie ce soir dans la télé d'ici avec Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie. Avec lui, donc, on parle notamment du code minier. On essaie aussi d'en comprendre un peu plus sur ce secteur assez technique, on pourrait le dire, Pierre. C'est ça, donc le code minier est
est venu se renforcer et il apporte beaucoup d'exigences dont certains peuvent paraître aux yeux de certains opérateurs du secteur comme une forme d'ingérence dans leur gestion. Alors il dit que tout changement de responsable technique de travaux justifiant d'au moins 7 années d'expérience professionnelle doit être soumis à l'approbation de l'administration des mines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces exploitants? Quelle est votre pensée sur ce sujet? Il ne s'agit pas là d'une ingérence. Il s'agit de s'assurer sur la durée qu'un engagement que vous-même vous avez pris et qui a permis de valider votre dossier est toujours respecté par vous. Si vous me remplacez quelqu'un qui a 15 années d'expérience et dont on a validé le dossier par quelqu'un qui n'a que 3 ans d'expérience, vous faussez vous-même les engagements que vous avez pris. Donc, il est du devoir de l'administration de s'assurer quand même que le cadre que vous avez tracé ensemble est respecté. En quoi c'est une ingérence? En d'autres termes, il ne faut pas monter une société avec des porte-noms. On présente des gens qui ont un background assez impressionnant et après quelques mois d'activité, bon, écoutez, merci. C'est une activité Merci, trop sérieuse et qui peut donner des tentations d'aller à des blanchiments et autres. C'est une activité trop sérieuse pour qu'on la confie à des gens qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît ni le sérieux ni l'expertise. Il n'y a pas d'ingérence. Alors justement... On peut même se poser la question sur les motifs inavoués de ceux qui parlent d'ingérence. Alors, commencer une exploitation minière et de la recherche, c'est coûteux. Les opérateurs aujourd'hui disent que les banques, les acteurs locaux ne suivent pas le pas. En plus, qu'il faut justifier d'une importante réserve financière dans des établissements de premier rang ivoiriens avant de pouvoir se lancer. Je crois que pour l'activité minière, tout le monde sait que c'est une activité très capitalistique. Mais lorsqu'on a donné pour les grosses mines, par exemple, puisque je crois que c'est de ça qu'il s'agit, dans les grandes mines, lorsque vous avez eu un permis, on vous autorise à mettre en gage le permis que vous avez pour recevoir de l'argent pour exploiter. Si ça ne suffit pas comme garantie, ça signifie qu'on doit se poser des questions sur votre poids financier, vos capacités financières réelles. Peut-être que les banques ne comprennent pas aussi le métier. Est-ce que quelque part, l'État ne devrait pas faire une sorte de plaidoyer, enfin pas les contraindre, mais une sorte de plaidoyer? Non, je crois que les règles sont claires partout. D'ailleurs, la plupart des grosses mines sont cotées en bourse, ce n'est pas chez nous, mais sont cotées en bourse au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne. Bon, c'est pas chez nous. Donc, généralement, elles disposent déjà de moyens conséquents et elles font un appoint auprès de nos banques. Mais elles doivent le faire dans des conditions qui rassurent quand même nos banquiers. Le chef de l'État avait quand même lancé un message il y a quelques années invitant les banques à faire beaucoup d'efforts pour soutenir l'économie. Et je pense que ce message allait dans ce sens. On a le sentiment que les banques ne font pas trop d'efforts, enfin, les banques ne soutiennent pas suffisamment. Voilà, notre souhait, c'est qu'au fur et à mesure que l'économie ivoirienne entre dans la sophistication, que les banquiers, justement, suivent le mouvement et s'adaptent pour que eux-mêmes, nous, et les investisseurs, nous parlions le même langage, un langage d'intérêt commun. D'accord. Alors, je sais aussi que le secteur, enfin l'activité de façon générale, souffre d'une chose, c'est l'instabilité des cours mondiaux. Comment on gère cette histoire? Mais ça, je viens de vous dire que autant dans ce domaine comme dans le domaine agricole d'ailleurs, nous avons des fluctuations des cours qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent du marché. Et celui qui vient prendre le risque d'investir dans le secteur minier le sait. Et c'est que autant il peut gagner beaucoup d'argent en investissant dans le secteur minier, autant, comme dirait un d'entre eux,
il peut se faire abandonner par sa famille parce qu'il aura ruiné la famille. Donc, D'accord. c'est le principe même de toutes les affaires. Il y a un autre projet qui est en souffrance depuis une cinquantaine d'années, c'est le projet de mine de fer du Mont Cloayo. Projet structurant, quel est le problème? Non, le projet, c'est j'allais dire, le projet le plus important que nous ayons actuellement. Et par rapport à ça, d'ailleurs, nous envisagions une table ronde que l'apparition de la Covid a retardée, mais ne va pas faire disparaître. Nous allons faire une table ronde sur ce projet parce que nous avons des réserves de fer en fer qui sont importantes dans l'ouest de notre pays. C'est cela. C'est pour ça que c'est le projet de développement minier intégré de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a 3 projets, mine de fer, terminal minéralier. Alors, disons que nous avons déjà le projet fer, donc extraction du fer de la Côte d'Ivoire. La première difficulté que nous avons, c'est que la teneur en fer de notre minerai est plus faible que chez le voisin guinéen à côté. D'accord. Le deuxième élément, c'est que il nous faut créer un chemin de fer de Mans jusqu'à San Pedro, jusqu'au port de San Pedro, parce qu'il s'agit de métaux de base, il s'agit de métaux lourds, de métaux pondéreux, ils sont et lourds et encombrants. Donc, il nous faut un chemin de fer. La situation est simple. Lorsque vous intégrez le coût de réalisation de ce chemin de fer dans le projet minier, il devient difficile à financer. Donc, il nous faut trouver une formule qui nous permette de valoriser ce fer de l'ouest de la Côte d'Ivoire en ayant un chemin de fer dont le coût de réalisation n'incombe pas uniquement à l'investisseur. Et cela d'autant que, si vous voulez, quand vous regardez ce projet, c'est un projet qui va profiter au nickel, aux manganèses qui sont déjà dans ces zones, mais c'est un projet structurant qui va profiter aussi à toute la production agricole qui aujourd'hui a basculé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Absolument. Donc, en fait, il y a le minerai, mais il y a aussi l'agriculture. Et puis, quand vous regardez bien le développement de ce pays, vous sentez que la partie sud-ouest va également attirer un fort développement touristique. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons intérêt à regarder la construction de ce chemin de fer sous le prisme de tous ces développements nouveaux pour considérer que nous avons quelque chose à faire pour favoriser le développement du minerai de fer. Dans ce projet intégré, j'imagine qu'il y a un terminal minéralier également qui est prévu. Il y a un terminal minéralier, il y a le chemin de fer et bien sûr, il y aura la mine. Et nous nous mettons à penser même que lorsque nous aurons valorisé ce minerai de fer, la proximité du port de San Pedro peut faire que d'autres voisins acheminent leur production à travers ce chemin de fer. D'accord. Donc, vous avez bon espoir quelque part, nous avons envie de rêver pour l'ouest de notre pays à cause de tous ces éléments agricoles, touristiques et miniers qui nous permettraient d'avoir quelque chose, un véritable pôle de développement dans l'ouest du pays. Vous avez parlé de rêve, l'avantage avec le rêve... Ça commence d'ailleurs dans le nord-ouest, parce que depuis Guinée déjà... Absolument. C'est bien de rêver. Alors, sauf que quand on rêve, à un moment donné, il faut se réveiller. Et quand on se réveille, on est face à la réalité. Vous pensez que ce rêve va commencer à voir le jour, à se réaliser à quelle échéance? C'est la raison pour laquelle je vous disais que si on n'avait pas eu la Covid, on aurait déjà fait la table ronde. D'accord. Puisque nous l'envisagions pour le premier semestre de l'année.
Donc, nous ne faisons que repousser en espérant que la stratégie pour circonscrire la COVID nous permettra de revenir très rapidement à la normale parce que si vous faites une table ronde, il faut faire venir des investisseurs. C'est cela. Mais comment vous les faites venir Si les aéroports sont fermés. sans avion? C'est cela. Mais justement, j'allais poser la question, qui sont les parties prenantes de cette table ronde? Donc l'État de Côte d'Ivoire. Les Chinois sont intéressés. Parmi ceux qui sont intéressés, les Chinois sont intéressés, fortement intéressés même, mais aussi tous les gros producteurs, les Sud-Africains ont marqué un intérêt pour ce projet. Les Canadiens, les Australiens, tout le monde marque. Les Indiens avaient à un certain moment également marqué un intérêt pour ce projet. Et c'est tout cela que nous voulons réveiller à travers la table ronde pour que nous puissions, au sortir de la table ronde, discuter avec ceux qui sont les plus intéressés et qui nous font les propositions les plus intéressantes pour circonscrire les problèmes et les résoudre ensemble. D'accord, c'est un projet structurant, vous l'avez dit. Difficile pour l'instant, j'imagine, d'évaluer ce que ça pourrait coûter, mais est-ce qu'on a quand même une sorte de soupçon, une petite idée de... Alors, j'ai de la réticence à annoncer un chiffre parce que ça fait très longtemps que la première évaluation a été faite et notre souhait, c'est justement de faire une nouvelle évaluation qui ne nous fasse pas parler d'hier, là où nous sommes aujourd'hui et où nous pensons la... Elle était à combien la dernière évaluation? Des milliers de milliards. Des milliers de milliards. Mais ça n'a pas été clairement circonscrit, comme je vous ai dit. D'accord, OK. Donc, il faut une évaluation un peu plus précise. Pierre. Voilà. C'est ce que nous attelons à faire. Très bien. Alors, on comprend les avantages d'un nouveau code minier, on les connaît, les tenants, mais juste pour ceux qui nous regardent, comment il a amélioré justement ses obligations de transparence et les dispositions contraignantes, l'état de la filière, notamment sur les sanctions pénales qui n'existaient pas pour les... Non, disons que concernant cela, vous abordez l'aspect des sanctions. C'est ça. Concernant l'aspect des sanctions, les sanctions pénales existaient déjà. Les sanctions pénales existaient déjà, et c'est la raison pour laquelle nous avions eu une condamnation avant notre arrivée dans ce ministère. Mais depuis que nous sommes dans ce ministère, ce que nous avons apporté comme changement, c'est à travers des arrêtés interministériels signés avec les finances et le budget, des arrêtés interministériels qui nous permettent de prendre des sanctions administratives. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons sur un site et qu'il y a de l'orpaillage clandestin, par exemple, nous sommes autorisés à saisir, à confisquer et à vendre avec l'appui d'un commissaire de justice les éléments au profit de l'État de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, si vous voulez, on peut vous donner quelques chiffres. Au cours de l'année 2019, nous avons traité 222 sites d'orpaillage illicites. Nous avons interpellé 139 personnes. Nous avons saisi 5,9 kilos d'or, 137 pelles hydrauliques, c'est ce que les gens appellent habituellement les pelleteuses. D'accord. Donc, vous voyez, 3 chargeuses, 20 véhicules, 51 générateurs, 81 motocyclettes, 27 groupes électrogènes, 123 motopompes, sans compter la drogue, les fusils et les substances et les explosifs qui, lorsque donc ils rentrent de façon illicite comme ça, font l'objet de saisie et de remise au ministère
qui sont les plus compétents. Parfait. Et nous saisissons et nous leur donnons. D'accord. Mais les produits saisis, quand ils sont confisqués, ils font l'objet d'un arrêté de vente. Et, ça sert de réparation. Voilà. D'accord, très bien. Et par rapport à cet arrêté de vente, si vous permettez, en 2019, on a infligé quand même 2,720 milliards d'amendes au profit de l'État, 798 millions de dommages intérêts aux condamnés et, comme je le disais, il y a 31 clandestins qui ne peuvent plus paraître. D'accord, parfait. Bien noté. On va marquer notre pause et juste derrière, ce sera donc le dernier tour de table avec Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de Géologie de Côte d'Ivoire. On se reparle dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On aborde des questions qui vous intéressent forcément tous les soirs à partir de 18h40. Ce soir, nous sommes de plein pied dans le secteur minier de Côte d'Ivoire, dans la géologie, en compagnie de celui qui a donc la première responsabilité, Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie. L'ouest de la Côte d'Ivoire, vous connaissez forcément, puisqu'on parlait tout à l'heure du mont Klaoyo. Alors, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, il y a un patronyme qui est assez célèbre, c'est Tompi. Voilà. C'est un nom, voilà. Il y a aussi le mont Tompi. Et puis dans cette émission, il y a une famille particulière, c'est la famille Tompi, que nous visitons tous les soirs en l'espace de quelques minutes. On regarde en 2 minutes et on revient juste derrière. Chérie, tu ne sais pas? Non, moi là. Robert! Ah, Tika! Comment tu vas, mon frère? Ça va. On dit quoi, ma belle? Ça va. Vous vous apprêtez à manger comme ça. Les bons pieds, alors. Bassaïm! Bassaïm! On va pouvoir, mon frère. Oh, on voit cuillère, fourchette et assiette là-bas. Elle ne connaît pas, allez-y doucement. Mais celui qui a dit il a fait. Pourquoi pas? Allez comme ça là, qui n'a pas fait? Ma belle, pourquoi dire des trucs comme ça? On dit mais il y a quoi au menu? Il y a... Ça va pas Zaï? Ah ma belle, il y a cru que c'est sauce claire tu allais faire? C'est sauce claire. C'est sauce claire? Mais dans aubergine. Ah, tu as plongé des aubergines à l'intérieur. Ma belle là, belle là. Et on va faire d'abord. Non, il va l'aider. Merci, il va l'aider. Bon, c'est toi? Tu n'es pas igname là, comme lui, il aime riz là. Non, c'est mon frère là. Il dit, mange pas. Essaie-toi d'abord. Non, on n'a pas pris. D'accord. Il dit, prends ta cuillère. Il dit, mange pas. Tu sais, la faim qu'elle a là, c'est pas un bon truc. La faim. Ma belle, ta sauce est garnie, hein? C'est ça, lui, il dit, mange pas là. Norbert, tu aurais dû goûter un peu, hein, Norbert? Tu aurais dû goûter un peu seulement pour honorer le plat. Mais comme on ne peut pas obliger quelqu'un à manger, c'est ça aussi. C'est béni, hein? Le plat est béni. Vous êtes une bonne famille où il y a toujours la nourriture. Votre grenier est toujours plein. Je vous le dis. Ça, c'est moi qui vous le dis. Appelle le piment dans la sauce là, hein, ma belle? Comme lui, il ne mange pas de piment là. Nous, il aime trop ça. Un bon garçon là, il ne s'identifie pas le piment. Même le sel, même ça manque un peu. L'amour a-t-il diminué dans cette famille? Elle te servit un peu. Ouais, c'est moi de l'eau, ma belle. Ce genre de choses là, quand ma femme fait, elle met une noix de muscade dedans. Sucre vanillé. Elle met noix de muscade dans sauce claire, sucre vanillé. C'est tout, hein? Tu n'as jamais essayé ça? J'ai dit, il y a un peu de riz là, je vais t'emmener ça. Oui, faut envoyer. Regardez encore. Comment tu attends dessus pour moi? C'est pas beaucoup, hein? C'est pas grave. Lui dit, mais pas où? Envoie le peu de riz qui reste là, avec un peu de gratin. Très bien. Très bien. Chez nous, quand tu manges le riz, tu ne mets pas de gratin, c'est pas bon. Chérie, donne-moi la soupe d'igname. Et même igname là, hein? Igname, tu as dit tu ne manges pas, c'est la même chose là. Tu as mangé igname là encore? Ah, mon ami. Arrête ça.
Subidons la sucre. Voilà, Madame Tanguy et compagnie à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici, une famille assez spéciale. Ce soir, c'était Elle prépare bien. Voilà, bon. Ce n'est pas les habitudes du ministre des Mines et de la Géologie. Je me permets en fait de le dire. Alors, justement, parlons des responsabilités ou des aspects environnementaux. Bien des fois, il est pointé du doigt le fait que quand on exploite une zone minière, tout autour, on ne peut plus cultiver quoi que ce soit. Les populations riveraines s'inquiètent. Est-ce que tout ceci est pris en compte, notamment dans le code minier dont on parlait? Tout cela est pris, tout cela est pris en compte dans le code minier, puisque les grandes mines et les mines semi-industrielles sont assujetties à une étude d'impact environnemental et social. C'est-à-dire que au-delà d'avoir fait toutes les recherches qu'il faut et toutes les enquêtes qu'il faut pour autoriser la mine, il y a cette étude approfondie qui est réalisée pour l'impact environnemental et social. Et concernant ces études-là, jusqu'à un certain moment dans notre pays, seules les grandes mines les faisaient. Aujourd'hui, les mines semi-industrielles sont assujetties à cela et c'est préalable à la signature donc, de leur arrêté. D'accord. Donc, de ce point de vue, on ne peut plus déroger puisque c'est préalable. D'accord. Il y a aussi l'aspect inclusif aussi des populations dans l'activité. Oui, attendez, il y a aussi un compte séquestre qui est ouvert au niveau surtout des grandes mines, un compte séquestre qui est ouvert et qui permet de réhabiliter le site à la fin de l'exploitation et de financer le plan, donc le plan de fermeture de la mine. Ce qui veut dire qu'à la fin, ce terrain peut servir à d'autres choses. D'accord, il y a une valorisation. Et ceux qui vous le disent ne peuvent pas vous dire où est-ce qu'ils ont vu une grande mine s'ouvrir, se fermer, sans qu'il y ait réhabilitation et financement du plan. En dehors de cela, ce que nous avons demandé aux grandes mines, c'est pendant leur période d'exploitation de faire en sorte que les riverains bénéficient d'autres activités. C'est ainsi qu'au niveau du CDLM, nous avions constaté que tout l'argent était utilisé uniquement pour réaliser des infrastructures sociales. On fait des écoles, on fait des routes, on fait des centres de santé, des maternités, etc. Mais il n'y avait pas une injection d'une partie de cet argent dans des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, c'est chose faite parce que nous nous sommes accordés là-dessus. Mais au-delà de cela, nous avons demandé aux miniers eux-mêmes de financer des activités autres que les activités minières pour faciliter le recyclage des zones et des populations directement concernées par l'activité minière. Parfait. C'est de gros investissements, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut conclure que les champions nationaux, ce n'est pas demain la veille? Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que de nos discussions avec le patronat ivoirien, notre souhait, c'est que de plus en plus, le patronat ivoirien s'intéresse au secteur minier. Et vous avez dû voir passer récemment un permis de recherche porté par une société qui s'appelle YAMS. YAMS, au fond, c'est la branche minière de PFO. D'accord. Qui est installée en Côte d'Ivoire et qui est de droit ivoirien depuis des années. Jean-Claude Kouassi, merci d'être passé par la télé d'ici. Vous restez avec nous, on va marquer une toute dernière pause. Juste derrière, l'orchestre résident, la Timande, sera en attraction pour 2 reprises musicales. Ce sera donc le dernier volet de cette émission.
sera tout pour la télé d'ici. On a parlé essentiellement, sinon exclusivement, de mines et géologie ce soir en compagnie du ministère éponyme, ministre donc des mines et de la géologie, Jean-Claude Kouassi. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Pierre. On vous laisse en compagnie de la T-Band, l'orchestre résident qui nous reprend ce soir 2 titres du patrimoine musical de Côte d'Ivoire. C'est Wodjou, Tiwodjou exactement, de François Akensi et Doussi de la formation culte Les Woody. On se retrouve demain d'ici la Take Care, la T-Band, right now.
Afa popo tuwi keke, efi apa etumbo. Afa pupole brebi kweke, efi ye obi ewo. Afa pupole brebi kweke. Tiwo twe makamyo. Tiwo twe makam. Afa pupole brebi kweke, awenyo. Tiwo twe makam. Afa pouvoir les brebis fouetter, et bien, Afa pouvoir les brebis fouetter, et bien, on doute. Afa pouvoir les brebis fouetter. Tu vas jouer ma carte. Tu vas jouer ma carte. Encore nous l'étions, encore nous voiléa. Tu veux jouer ma camion. Encore nous l'étions. Tu veux jouer ma camion. Encore nous l'étions, encore nous voiléa. Tu veux jouer ma camion. Encore nous voiléa. Tu veux jouer ma camion. Encore nous l'étions. Tu veux jouer ma camion. Encore nous l'étions. Encore nous voiléa. Tu veux jouer ma camion. Kana fuego Afa pouvoir les brebis fouetter et bien no Afa pouvoir les brebis fouetter et bien tout Afa pouvoir les brebis fouetter Tu veux jouer ma carte Tu veux jouer ma carte Afa pouvoir les brebis fouetter Tu veux jouer ma carte. Tu veux jouer ma carte. Encore nous voiléa. Tu veux jouer ma camion. Encore nous l'étions. Tu veux jouer ma camion. Encore nous l'étions. Encore nous voiléa. Tu veux jouer ma camion.
Bravo, la T-Band sur une reprise de François Akensi et Doucy de Woody. Good job.